Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des vidéos dans le cadre de la salle de classe ou plus largement dans l'enseignement. Avant d'y arriver, j'aimerais faire deux petits détours. Donc le tout premier est, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Sal. Sal est un homme qui est né en 1976 aux États-Unis et qui passe une bonne partie de sa vie sur la côte est des États-Unis. Il est d'origine bangladaise et indienne. Et puis, c'est un jeune homme brillant. Il a notamment un master au MIT, au fameux MIT. Il a un MBA à Harvard. Bref, il fait de grandes études. Et puis, il travaille dans l'économie en tant qu'analyste financier. Et un jour, sa petite cousine, Nadia, qui est à l'autre bout des États-Unis, et qui a un certain nombre de difficultés en maths, comme beaucoup d'entre nous, naturellement, elle va se tourner vers son cousin, son grand cousin Sal, pour lui demander de l'aide. Étant donné qu'il y a quasiment un continent qui les sépare, en fait, Sal trouve une solution assez pratique. Il va se prendre l'habit de l'enseignant et puisqu'il ne peut pas se déplacer, tout simplement il va filmer sa démonstration pour l'envoyer à sa petite cousine Nadia. En l'occurrence ici, il va prendre, à l'époque il s'agissait du bloc-notes Doodle de Yahoo, mais c'est un petit outil qui lui a permis d'enregistrer sa vidéo, donc il l'a faite, Nadia l'a consultée, et on était à l'époque plus ou moins au balbutiement d'Internet, donc il utilisait Internet pour transférer la chose, et Nadia l'a regardée. Assez rapidement, la vidéo marchait très bien, que ça a véritablement créé le buzz du côté de Nadia. De plus en plus de camarades de Nadia étaient intéressés par la vidéo, voulaient en savoir plus, et Sal, notre ami Sal, s'est retrouvé avec une forte demande. On lui demandait de faire de nouvelles vidéos sur de nouveaux points en maths, et donc il s'est retrouvé au centre de ce nouveau départ. Vous l'avez peut-être compris, en fait, Sal, c'est le petit nom, le petit diminutif de Salman Khan, le fondateur de la Khan Academy. Si vous ne savez pas, la Khan Academy est une académie virtuelle qui présente en ligne toute une série de cours, de contenus, donc des petites vidéos, des tutoriels qui expliquent à peu près tout, des maths à la chimie en passant par l'économie. Donc Salman Khan a lancé la Khan Academy en 2009 et ça a eu un retentissement si grand qu'à peine 3 ans plus tard, il faisait partie du panthéon des 100 personnes les plus influentes sur cette planète selon le Time Magazine. 2012. Il continue à développer. En 2013, il ouvre une version francophone. Et puis, aujourd'hui, ou plutôt hier ou avant-hier, les derniers chiffres que j'ai sous les yeux on fait part de 35 000 visites par jour sur son site, donc la Khan Academy, 82 millions de visites depuis sa création et plus de 4000 cours différents en ligne. Donc on le comprend assez vite, cette histoire de cours en ligne, c'est un véritable phénomène. Un phénomène qui ne s'arrête pas uniquement à Cannes, puisque de manière générale, on parle ici des MOOC, et c'est donc ces Massive Open Online Courses. À titre d'exemple, pour quelque chose de peut-être un petit peu plus officiel ou académique, l'université Stanford était une des premières universités à se lancer dans ces MOOC, et en 2011, elle a lancé un cours en ligne, entièrement en ligne, sur l'intelligence artificielle. Résultat, 160 000 inscrits. C'est franchement pas mal. Si vous, en tant qu'enseignant, vous imaginez que sur une année, vous avez quoi? Vous avez à peu près 100 élèves. On imagine le nombre d'années qu'il faut pour toucher autant d'élèves. Le succès continue. En 2012, je ne pourrais pas vraiment vous dire qui, mais l'année 2012 a été nommée comme l'année des MOOC. Et on est venu à tel point qu'on a parlé de ces MOOC comme un objet qui permettait de revoir de A à Z le paradigme de l'enseignement. Alors ici, je souhaite peut-être faire mettre mon doigt là-dessus. Est-ce que vraiment on revoit le paradigme de l'enseignement et puis peut-être se pencher sur ce chiffre de 160 000 inscrits. 160 000 inscrits, c'est une chose, voilà. Vous me direz peut-être, combien 160 000 l'ont véritablement suivi, combien ont compris, combien l'ont terminé. Quelle est l'efficacité? Voilà, les chiffres ne nous disent pas tout. Dans tous les cas, même si on n'irait pas forcément jusqu'à dire on revoit ce paradigme, on voit ici que c'est quelque chose qui est quand même tendance et qui fait parler de soi. Donc voilà, Sal et les MOOC. Mon deuxième petit détour que je souhaite faire avant de parler directement de ces vidéos pédagogiques, c'est par rapport à la classe inversée. Vous savez peut-être ce que c'est, je vais l'expliquer très brièvement, puisque ce sera nécessaire pour la suite.
Dans un premier temps, dans un schéma classique, ben voilà, on a, si vous voulez, c'est ce qu'on connaît tous plus ou moins, on utilise le temps en classe pour, par exemple, faire des démonstrations, travailler avec les élèves, le gros du gros de l'apprentissage, de l'enseignement se fait en classe, et puis après, à domicile principalement, on laisse l'élève assimiler les choses qu'il ou elle a vues. Dans cette classe inversée, les choses sont un tout petit peu différentes, dans le sens où on profite de ce moment en classe pour avoir ces moments où on a une véritable plus-value. Je vais vous prendre un exemple peut-être pour clarifier le point. Imaginez-vous l'histoire suivante. Je veux passer avec mes élèves, je veux leur passer un film sur la Deuxième Guerre mondiale. Et puis dans le schéma traditionnel, je vais leur montrer ce film en classe et on va en discuter par la suite. Voilà. Une question qui se pose, c'est quelle est ma valeur ajoutée en tant qu'enseignant, en tant que temps en classe, si je ne suis là que pour faire play sur le bouton de la vidéo, lancer la vidéo. Finalement, on pourrait imaginer que ce temps de visionnage de vidéo pourrait se faire à distance, donc voilà, on utilise les outils numériques pour le faire, et qu'ensuite on va utiliser le temps en classe pour principalement utiliser entre guillemets l'enseignant pour cadrer les activités dans lesquelles les élèves pourront interagir et développer les connaissances avec les outils vus en classe. En soi, ça n'a rien de novateur, puisqu'on fait ça depuis très longtemps avec les devoirs. Vous demandez aux élèves de lire un livre, et c'est déjà d'une certaine manière de la classe inversée. La seule différence ici, c'est que la technologie ou le numérique nous permet d'élargir ce champ d'objets que l'on va étudier à la maison. On peut regarder un film, on peut notamment regarder une conférence, ou aller sur Internet pour chercher des objets, apprendre des connaissances, et ensuite revenir en classe pour les utiliser véritablement. Voilà. Donc, ici, on va notamment... on voit ici que, d'une certaine manière, ces histoires de MOOC et de cours en ligne ont un certain nombre de grands avantages, avec cependant quelques petits défauts. Ici, une situation, je vois et j'oublie, j'entends et je retiens, je fais et je comprends. Alors, quand on sait que ça a été dit par Confucius au 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a plus de 2500 ans, on peut tout à fait excuser Confucius de ne pas savoir qu'il y avait différents types d'apprentissage, que certains étaient plus auditifs et certains étaient plus visuels. Toujours est-il que si je pense qu'il faut retenir une chose, c'est qu'ici, on l'a retenu depuis longtemps, c'est que le faire permet de mieux intégrer, de mieux comprendre. Donc quand on est acteur de son apprentissage, on fait beaucoup plus. Notamment ici, si je reviens par rapport au cône d'apprentissage d'Edgar Dale, vous voyez que dans la partie supérieure, dans ce que l'on voit et dans ce qu'on entend, il y a très peu de choses qui sont apprises, notamment si vous regardez la 4e case, regardez des vidéos. Si on en croit Edgar Dale, finalement, il n'y a que 30% de ce qui est vu qui est véritablement retenu. Donc les cours en ligne, c'est chouette, mais on se rend aussi compte que ça a une limite puisque l'élève est passif. On le met face à un savant, et lui, cet élève, c'est donc un peu ce réceptacle vide que l'on va remplir des connaissances du savant. Voilà, on retrouve ici 30% de ce qui est vu, regardez des vidéos. Et par contre, si on va sur le bas de la pyramide de M. Dale, on remarque qu'à partir du moment où ils conçoivent une leçon collaborative, à partir du moment où ils doivent faire véritablement les choses, on peut passer de ce 30-50%, parce qu'ici on pourrait aussi très bien dire que voilà, Cannes, c'est plutôt de regarder une démonstration, donc on est dans 50%, mais plutôt que de voir les choses, pourquoi ne pas les faire? Et dans ce cas-là, on serait sur le bas de la pyramide, donc dans le 90%, par exemple, concevoir ou effectuer une présentation et faire réellement. Ce qui leur permet en effet d'analyser, de créer, d'évaluer un certain nombre de choses. On y reviendra. Donc finalement, après vous avoir montré ces cours en ligne, après vous avoir parlé de ces cours inversés ou de la classe inversée, pourquoi pas ici vous parler des MOOC inversés. Et puis, les MOOC inversés, grosso modo, c'est ici l'enseignant, d'un côté on a l'enseignant créateur de vidéos pédagogiques, mais d'un autre on a aussi l'élève qui lui pourrait à son tour prendre le rôle d'enseignant et devenir lui-même créateur de vidéos pédagogiques. Et puis ici on voit, on a principalement 3 idées qu'on pourrait dégager de la création de vidéos pédagogiques. Ce serait donner à l'élève la possibilité de résumer par exemple un livre à ses pairs à travers une vidéo, d'expliquer un théorème de mathématiques, ou bien
tout simplement de vulgariser un concept. Par exemple, on peut imaginer en philosophie, où on a certains concepts qui sont un peu abstraits, et on demanderait à l'élève, à travers ce tutoriel vidéo, de vulgariser ce concept pour ses pairs. Voilà, on a vu un petit peu le quoi. On peut peut-être brièvement parler du pourquoi, même si cela semble aller de soi. Mais tout d'abord, il y a une certaine utilité pédagogique à la chose, une utilité pédagogique à la fois individuelle et à la fois au niveau du groupe classe, puisqu'en tant qu'individu, l'élève va devoir assimiler les choses, les simplifier, les analyser, les comprendre, pour après pouvoir les vulgariser, les présenter de manière synthétique et claire. Donc il y a clairement un chemin qui est fait du côté de l'élève. Et puis ce travail a véritablement une fonction, puisqu'elle va être d'une certaine manière directement utilisée par le groupe classe, qui lui pourra bénéficier du travail de l'élève. Donc il y a une véritable finalité dans le travail, on voit vraiment que ce que l'élève fait va servir réellement pour le groupe classe, qui pourra réutiliser ce travail notamment pour des révisions en fin d'année. On peut aussi voir ça sous un point de vue de différenciation, puisqu'on peut en effet facilement demander aux élèves, on peut leur donner des tâches plus ou moins ardues selon leur facilité ou leur niveau dans la branche en question. On peut, à travers des retours ou des commentaires ou des feedbacks, encourager les élèves plus avancés à aller plus loin, à faire quelque chose d'un petit peu plus évolué, et ainsi à varier les objectifs en fonction des capacités des élèves. Et puis, bien sûr, le dernier, on est vraiment en plein dans l'oralité, travailler cette espèce de collaboration, puisque si on fait travailler les élèves par groupe sur un projet de vidéo, on peut facilement imaginer que cela va déboucher sur des stratégies de collaboration pour sélectionner l'information que l'on retient, savoir comment est-ce qu'on va la présenter, savoir qui va la présenter. Donc en amont de la réalisation du projet même, on a un certain nombre d'éléments qui nous semblent intéressants ici. Donc voilà, pourquoi ? Il nous semble que ça a tout simplement une claire valeur ajoutée. Après le pourquoi, logiquement, il y a le comment. Et puis, on est au clair qu'on est d'une certaine manière limité par le matériel. On a de plus en plus d'appareils mobiles, notamment les élèves, eux aussi du matériel mobile, notamment avec leur tablette et leur téléphone portable. La façon peut-être la plus simple et la plus directe pour transformer n'importe quel élève ou n'importe quel enseignant en créateur de MOOC, c'est simplement avec le téléphone qu'ils ont ou qu'elles ont dans la poche ou la tablette. Et puis, dans chacun de ces téléphones, il y a une caméra. Donc on peut utiliser cette caméra pour faire une capture d'écran, fixe ou en film. Donc véritablement filmer une feuille de papier, en doigt, une explication qui va retracer la démonstration ou le processus d'explication. On peut utiliser des logiciels de présentation, et puis on peut en effet aussi faire des petits films tournés-montés, avec par exemple en filmant tel ou tel élève, de nouveau avec sa tablette. Donc voilà, ça nous ramène ici par exemple typiquement avec la capture d'écran à l'explication d'un théorème de mathématiques. Donc je pourrais utiliser par exemple ici ma tablette et des logiciels spécifiques pour démontrer ce théorème. Pour noter quelques-uns, que ce soit sur une tablette, un ordinateur ou un téléphone, il y a notamment Explain Everything, Record My Desktop, QuickTime, Cam Studio, qui permettent facilement d'enregistrer l'écran de votre machine, de votre tablette, téléphone, ordinateur, et puis on suit, en écoutant votre voix, votre théorème. C'est ce qui se rapporte plus ou moins à ce que Khan fait. Au niveau de la présentation, on peut facilement expliquer un concept en utilisant un outil de présentation du type PowerPoint, mais avec des petites animations. Ici, on pourrait parler par exemple d'Adobe Voice. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, ces films tournés-montés. Je sors mon appareil photo, je le prends et je filme. Je filme la main qui explique, je filme le stylo qui écrit sur la feuille de papier, et j'en ai une vidéo assez simple. Au niveau du matériel, je l'ai mentionné il y a quelques minutes, on peut avoir dans certaines classes, on a un ordinateur dans la salle de classe, chaque élève plus ou moins a un téléphone dans sa poche, et puis on peut aussi avoir des tablettes, et les trois d'une certaine manière peuvent être utilisés pour ça. Ensuite vient la question du partage. Comment est-ce que moi, en tant qu'enseignant, ou Louis, ou Gérard, ou Anne-Lise, en tant qu'élève, vont pouvoir partager le matériel qui a été créé? La première solution qui est assez évidente, c'est le cloud, donc utiliser Internet et ces serveurs qui se trouvent en ligne pour mettre quelque part dans le nuage, dans ces serveurs, les vidéos qui ont été créées.
Ici, peut-être 2, qui ne sont pas forcément des clouds typiques. On aurait plutôt tendance à penser à d'autres clouds. Mais ici, ben voilà, pourquoi, par exemple, côté YouTube, pourquoi ne pas créer une playlist, donc une chaîne ou une playlist, avec vos vidéos dans lesquelles vous aurez déposé le travail de vos élèves et puis qui vont pouvoir être publiés. Attention toutefois, si vous utilisez un serveur du type YouTube pour mettre vos vidéos, il faut faire en sorte que l'on ne puisse pas voir le visage de vos élèves. Tant qu'on entend leur voix, qu'on voit leurs mains, ça va bien. Mais si vos élèves peuvent être identifiés sur la vidéo, il faut l'éviter. Donc il faut éviter de les mettre sur YouTube, à moins que vous ayez l'autorisation de votre école, ou simplement vous ayez en plus l'autorisation des parents de vos élèves. Si on part sur un serveur qui est fermé, donc qui est seulement sous autorisation, sous mot de passe ou sous connexion autorisée, du type Moodle, mais on pourra aussi facilement ici, et plus facilement peut-être, déposer toutes sortes de fichiers dans lesquels il y a des visages et dans lesquels on crée notre cours. Voilà, grosso modo, on a vu ici ensemble l'intérêt premier de ces vidéos pédagogiques, l'intérêt et en même temps leurs limitations qui toutefois peut être dépassée si l'on rend l'élève acteur dans son apprentissage, si on l'encourage lui aussi à créer ses vidéos, et si l'enseignant n'est pas le seul à montrer ses vidéos, à partager son savoir. Merci, au revoir.